Bonjour Alex Roy. Bonjour. Vous êtes analyste ESG chez Ecofi. Alors Ecofi est le cofondateur du groupe de travail dédié aux ressources essentielles au sein du think tank 2030 Investir Demain, créé en partenariat par les médias, l'AGFI et aider l'info durable. Alors ce groupe de travail, il a pour objectif de développer une approche transversale intégrant les ressources naturelles, humaines, financières, afin de promouvoir des responsabilités partagées. Donc, le deuxième atelier de votre groupe de travail, il portait sur les enjeux sociaux, avec un focus particulier sur le devoir de vigilance. Tout d'abord, en quoi la réglementation française sur ce sujet, le devoir de vigilance, paraît insuffisante pour bien prendre en compte les enjeux sociaux des entreprises? Alors, effectivement, cette loi française sur le devoir de vigilance, elle connaît un certain nombre de limites, mais déjà, on peut quand même dire qu'elle a le mérite d'exister et qu'elle a été pionnière en la matière. En Europe, il existe en définitive très peu de pays qui ont des lois similaires. On compte notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Norvège. Mais pour la plupart de ces cadres, c'est des réglementations qui sont intervenues un petit peu plus tard, entre 2019 et 2021, et qui pour la plupart concernent uniquement les enjeux sociaux, là où la France et l'Allemagne intègrent également les atteintes sur l'environnement. Ça, c'est un premier point. La France, elle a promulgué cette loi en 2017. Elle avait pour but de contraindre les entreprises à prévenir les risques sociaux et environnementaux tout au long de leur chaîne de valeur, donc en n'incluant pas uniquement leurs opérations directes, mais aussi leurs sous-traitants, leurs filiales et leurs fournisseurs de manière générale. Si on fait aujourd'hui un bilan sur cette réglementation, il est un peu mitigé. On a à peu près à date une vingtaine de mises en demeure ou actions en justice, donc ça peut paraître assez faible, et puis une seule condamnation. Ce bilan, il s'explique. On a des procédures juridiques qui sont quand même assez lourdes. On a un manque de décrets d'application pour encadrer cette loi, mais en définitive, on peut quand même en tirer quelque chose de positif, puisque toutes ces mises en demeure, elles ont permis progressivement de constituer une jurisprudence en France sur le sujet. Et donc, par exemple, la semaine dernière, avec la SNCF, on a pu constater un échec. Les syndicats ont souhaité mener une action en justice contre la SNCF. Cette action en justice n'a pas pu aboutir puisque la demande n'était pas suffisamment précise. Et en fait, tous ces éléments, en définitive, ça permet d'affiner le cadre juridique et de le rendre davantage mobilisable par les différentes parties prenantes. Donc c'est quand même des avancées. Un deuxième point, c'est que même s'il n'y a pas forcément une condamnation, les entreprises, quand elles font l'objet d'une mise en demeure ou d'une action en justice, elles sont contraintes, elles sont poussées naturellement à renforcer leur politique et à affiner leur cartographie. Et ça a été le cas pour Total Energy, pour Danone récemment et pour Carrefour même. Et désormais, la réglementation au niveau européen sur ce devoir de vigilance, elle semble en partie remise en cause. Effectivement, la loi européenne sur le devoir de vigilance, initialement, elle se voulait en tout point plus ambitieuse que cette loi sur le devoir de vigilance française. En définitive, elle le reste dans son champ d'application. Donc avec cette loi européenne, on aura 2 fois plus de sociétés qui seront obligées de se doter d'un plan de vigilance. En revanche, sur le périmètre d'application, donc sur la chaîne de valeur, il va se trouver en définitive réduit dans le cadre de la loi Omnibus, puisqu'initialement, il devait concerner l'amont et une partie de l'aval. Désormais, il ne concernera plus que les fournisseurs directs. Dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance européenne, il n'y a pas de précision à ce sujet, donc potentiellement, l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur peuvent être concernés. De la même manière, la loi sur le devoir de vigilance européenne exclut le secteur financier, ce qui n'est pas le cas pour la loi française. Et ces 2 lois se retrouvent par ailleurs confrontées aux mêmes écueils. Elles n'ont plus, en tout cas pour le devoir de vigilance européen, elles ne prévoit plus de sanctions financières, ni la possibilité de mettre fin à un contrat avec un fournisseur qui aurait fait l'objet d'une controverse importante relative à la violation des droits de l'homme. Vous constatez ces insuffisances, mais quelles sont selon vous les procédures à mettre en place par les entreprises pour s'assurer que l'ensemble de leurs parties prenantes respectent bien
leur politique en matière de droits humains? Alors, ces enjeux, c'est des enjeux qui sont intégrés à travers notre stratégie d'engagement actionnarial. Le premier point et la première difficulté qu'on rencontre quand on dialogue avec des entreprises, souvent, c'est la question de la traçabilité. Il y a beaucoup de secteurs comme industrie minière, industrie textile ou l'industrie de l'agroalimentaire qui ont des chaînes de valeur qui sont extrêmement complexes et fragmentées. Et donc, on les rencontre pour essayer de comprendre un petit peu quels sont les plans d'action qui ont été mis en place pour avoir une meilleure traçabilité de cette chaîne de valeur. Un deuxième point, c'est la question des audits, donc la qualité de ces audits, qu'est-ce qui est mis en place dans le cadre de non-conformité, quelle est la fréquence de ces audits, est-ce que c'est des audits internes ou externes. Et donc ça, c'est des questions qu'on a notamment posées à des entreprises du secteur automobile comme Renault ou Daimler, qu'on a pu challenger sur la question de ces audits, sur la question de la qualité de leur cartographie des risques et également sur l'existence ou non de clauses sociales au sein des contrats qu'elles nouent avec leurs fournisseurs. À l'issue de 3 ans de dialogue avec ces sociétés, on a été plutôt satisfait des différentes réponses qui nous ont été apportées, et notamment pour Renault de la qualité du plan de vigilance qui a été publié en 2022, de leur nouveau plan de vigilance, qui a d'ailleurs à cette occasion obtenu une récompense du FIR, puisqu'il allait beaucoup plus en profondeur dans l'identification de ces risques. En revanche, dans le cas de sociétés où on identifie qu'elles ne sont pas forcément prêtes à mettre en œuvre des mesures qui leur permettraient de mieux maîtriser leur chaîne de valeur, comme ça a pu être le cas pour Nike, on va directement exclure la société de nos portefeuilles. Les activités des entreprises ont des impacts sur des territoires, sur des populations locales. Comment les inciter à mieux prendre en compte ces impacts ? Alors ça, c'est un enjeu qu'on intègre principalement à travers notre politique concernant la gestion responsable des ressources. C'est une thématique qui a pris beaucoup d'ampleur récemment, notamment suite à la COP16 sur la biodiversité, qui a donné lieu à la création d'une instance dédiée aux communautés locales et aux populations autochtones, et également à un fonds dédié, le fonds Cali. Par ailleurs, c'est aussi abordé par la réglementation à travers la CSRD qui a un standard qui est dédié à cette question. Et c'est quelque chose que nous aussi, on amène systématiquement, encore une fois, dans le cadre de notre démarche d'engagement actionnarial. Donc on demande aux entreprises comment elles collaborent avec ces communautés locales, avec ces populations indigènes, comment elles les intègrent dans le processus et leur méthodologie d'identification des risques tout au long de leur chaîne de valeur, et également comment ces populations sont consultées et intégrées dans le cadre d'un projet. Donc, est-ce que la société a réussi à obtenir un consentement libre et éclairé de la part de ces populations locales? Sinon, quel est le plan de remédiation qui a été mis en place pour faire face au risque, par exemple, d'atteinte et de violation des droits de l'homme ou dans le cadre, par exemple, d'une expropriation des territoires? Donc ça, c'est globalement quelque chose qui est encore assez rare chez les sociétés, c'est assez récent, mais elle commence progressivement à l'intégrer. On a discuté encore une fois avec Carrefour à ce sujet récemment, qui va reporter dans le cadre de son rapport annuel 2024 sur cette question, et qui nous partageait la manière dont elle collaborait avec ses acteurs et dont elle aussi partageait les différents bénéfices avec ces communautés locales. Merci Alix Roy, merci pour ces pistes de réflexion sur les enjeux sociaux des entreprises et plus particulièrement sur leur devoir de vigilance, des sujets à explorer encore au sein de votre groupe de travail sur les ressources essentielles dans le cadre du think tank 2030 Investir demain. Merci de m'avoir accueilli.